Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, on est avec Mosley, on parle de... On a un invité ce matin. Oui, on a un invité ce matin, on parle d'éducation. D'accord. Vous savez que c'est toujours bien à la rentrée des classes de pouvoir inviter les partenaires sociaux du ministère de l'Éducation nationale afin de faire avec eux le point de la rentrée et discuter de tout ce qui est inhérent à la rentrée des classes, notamment en ce moment. D'accord, mais avant, on va revenir sur la situation de l'Union nationale. Je savais que tu allais revenir sur le sujet. Oui. On attendait un congrès. Oui, effectivement, on attendait un congrès de l'Union nationale qui avait été annoncé et même indiqué pour la date du 15, donc aujourd'hui, le 15 août, les travaux du 3e congrès devaient reprendre. Vous savez qu'il y a eu en décembre, le 6 décembre, les congressistes de l'Union nationale qui avaient eu à débouter la candidature qui était presque unique de Paul-Marie Ngondiou à la présidence de l'Union nationale, et on avait sur soi l'élection, du moins le renouvellement des instances du parti. Et aujourd'hui, on vient d'apprendre que le parti a clairement indiqué que le congrès qui était prévu, sinon le redémarrage des travaux du congrès qui était prévu ce jour ou en cette date, a été renvoyé pour une date ultérieure. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la question que tout le monde se pose, c'est de savoir si il y a les fantômes qui, comme je l'avais dit la dernière fois concernant ce congrès, les fantômes qui sont au sein de l'Union nationale depuis pratiquement le décès d'André Mbobam, les clivages qui existent entre les partisans de Zakari Mimboto et ceux du défunt André Mbobam. Aujourd'hui, est-ce que ne sont pas en train d'aller vers, on va dire, un enterrement de l'Union nationale? Parce qu'on a comme l'impression que ce qui se dégage le plus, c'est que le parti a du mal à suivre à la lettre les textes qui sont les siens, des textes qui président à sa gouvernance, parce qu'il est effectivement inscrit dans les statuts règlements de l'Union nationale que ce parti doit, pour le renouvellement de ces instances, procéder au congrès, donc par un vote démocratique de la part des congressistes. Mais il se trouve qu'il y a quand même des voix aujourd'hui qui sont en train, en sourdine, de mettre du moins de distiller l'idée qui veut que au sein de la formation Union nationale aujourd'hui, les gens ne seraient plus très très en accord avec le fait qu'il faille organiser un congrès et faire procéder à l'élection. Donc c'est un parti sans président. Pour le moment, le président est là, sauf que le président est dans une situation délicate parce que lui, il a manifesté son besoin de partir, notamment Zakari Mimboto, a manifesté son besoin de partir parce que ça fait 10 ans qu'il préside, on va dire, l'exécutif de l'Union nationale, et qu'à ce moment-là, il est beaucoup plus proche de la retraite politique même, de façon générale, au-delà du parti. Et il aimerait peut-être profiter de sa vie maintenant, se consacrer pleinement à sa famille, à ses petits-enfants, et peut-être à d'autres activités qui le préoccupent. Et c'est là où tout le charivari commence. Et c'est là où on constate tout ce qu'il y a comme désordre aujourd'hui, où le bureau du Congrès, manifestement, au-delà des travaux qu'ils annoncent en commission qui se poursuivent, ne laisse rien percevoir en ce qui concerne des réelles motivations pour pouvoir organiser ce congrès qui est quand même, encore une fois, un congrès assez important parce qu'il s'agit d'une formation politique qui, d'antan, avait la prétention de pouvoir être un challenger sérieux pour le Parti démocratique gabonais, et arriver à ce genre de situation où, depuis pratiquement, on va dire... Au PDG, la discipline, c'est l'apanage du bon militant. Oui. Là-bas, on ne discute pas des congrès. On voilà. a M. Ngol Donc, Alfred. C'était une de vos informations. Voilà. Et nous, on a M. Alfred Ngol, qui est le délégué national administratif de la CONACYCED, que nous refusons ce matin. Il faut savoir que la CONACYCED, depuis un certain temps, a lancé un mouvement de grève, notamment un mouvement de boycott de la rentrée des classes, et nous on les a invités pour pouvoir plus ou moins nous présenter ce qui motive cette situation. Monsieur Ngon, bonjour. Bien, merci. C'est bien Alfred Désiré Ngon, délégué administratif de la CONACYCED. Vous savez, dans toute société, le travail constitue une forme d'organisation pour participer au développement des individus. Et la profession des enseignantes n'échappe pas à cette règle. Parce que quand on est enseignant,
on aspire à une vie meilleure. D'accord. Et dans tous les cas, on s'attend à ce qu'on vive de ce travail, même dans la retraite un peu plus tard. Oui. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une situation, vous venez de le relever, nous sommes en grève. La CONACYCED a lancé un mouvement de grève et c'est le syndicat du Sénat, de Mvemesa, qui a lancé le boycott. Pourquoi ? Parce que quand nous regardons, notamment dans la Constitution, et si nous faisons allusion également au droit universel de l'homme que le Gabon a librement ratifié, il est bien spécifié en son article 23 que tout homme a droit à un travail équitable avec un salaire honorable. Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui pousse la CONACYCED et le Sénat à se retrouver en mouvement de grève ? Parce que l'enseignant, aujourd'hui, ne vit plus de son travail. Effectivement, le ministre et de par le gouvernement ont commencé à améliorer les conditions de travail. Donc, la construction des salles de classe. Je vais citer par là. Les effectifs dans les salles de classe qui ont été... Nous avons plus d'effectifs pléthoriques. Mais les conditions de vie de l'enseignant ne sont pas prises en compte. Pas suffisamment. Pourquoi ? Nous allons prendre la première... Les conditions de vie, c'est le salaire. Ça commence par le salaire. Quand ça commence par le salaire, et dans le salaire, nous avons, on va dire, les régularisations des situations administratives. Parce que ça commence par là. Bien, je vais prendre un exemple. Vous avez un enseignant qui sort de l'ENS, qui, au bout de 2 ans de stage probatoire, ce n'est pas nous qui l'inventons, ce sont les textes qui le disent. Au bout d'un stage probatoire de 2 ans, si ce dernier n'est pas licencié, d'accord, on se doit de le titulariser immédiatement, donc doit dérouler sa carrière. Malheureusement, qu'est-ce que nous constatons ? Au niveau de l'éducation nationale, on a des enseignants qui atteignent 17 ans sans être recrutés, sans être titularisés. J'en passe pour d'autres situations administratives telles que les avancements automatiques. On ne va pas dire que nous avons fait de la mauvaise foi, parce que nous avons longuement communiqué pendant la période des vacances. Nous avons écrit à des institutions, notamment au président du Sénat et à l'Assemblée nationale, pour dire que la situation éducative est importante. C'est quand nous sommes dans cette période de l'accalmie que nous devrons, n'est-ce pas, essayer de résoudre certains problèmes en urgence. Est-ce que vous avez été entendu ? Nous avons déposé des courriers, il y a des accusés de réception, mais jusqu'à présent, aucun d'entre eux ne nous a reçus, malheureusement. Et ce qui se passe aujourd'hui, en dehors des situations administratives, vous avez ce qui est un droit pour le fonctionnaire dans sa carrière, d'avoir un stage. C'est pas, une fois de plus, ce n'est pas la CONACYCED qui l'invente. C'est la loi 8/91 qui dit qu'un travailleur a droit à 3 différentes formes de stages. Il y a des stages de perfectionnement, il y a des stages d'avancement sur le plan vertical, et nous avons les stages de profession. Malheureusement, même ces stages ne sont pas respectés. Pourquoi ? Parce que depuis quasiment 5 ans, il n'y a plus de concours interne à l'ENS. L'ENI est fermé. L'ENI est fermé. Et je vais même plus loin dans mon domaine professionnel, notamment à l'INGS. Nous nous apprêtons à subir la même situation parce que la dernière cohorte des étudiants est sortie en 2021 là. Et si un concours n'est pas organisé d'ici peu, nous allons nous retrouver comme ceux de nos collègues de l'ENS et de l'ENSET qui n'ont plus d'étudiants. Donc, depuis quasiment 5 ans, le Gabon refuse de former. Et c'est un droit, parce que ça permet à l'enseignant, n'est-ce pas, d'évoluer dans sa carrière. Si à 55 ans, on ne peut plus prétendre à un stage, alors que de manière implicite, le gouvernement vient d'empêcher aux enseignants, pendant 5 ans, de prendre part à ces stages, nous n'allons pas aller loin. Ça veut tout simplement dire que, je ne vais pas dire que c'est de la mauvaise foi, mais c'est le non-respect de la légalisation qui existe et des tests qui sont là. Alors, vous venez de dire tout à l'heure que l'ENI, je rappelle que l'ENI, c'est l'École nationale des instituteurs de Libreville, que l'ENIL, est fermée. Ça voudrait dire que depuis un certain nombre d'années, il n'y a plus de recrutement des instituteurs. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est un fait que vous pourrez aller vérifier sur le terrain, parce qu'actuellement, on refait les façades, on fait rentrer du matériel, mais il n'y a pas d'étudiants, il n'y a pas de recrutement, il n'y a aucun concours. Sur le plan interne, même sur le plan externe, on ne fait plus d'instituteurs depuis quasiment 5 ans. Mais la question que nous posons, avec ces écoles qui ont été construites, nous savons toujours qu'il y a un manque d'enseignants.
Parce que pour avoir pris part aux États généraux de l'éducation et de la formation, en 2011, nous avons dit que pour atteindre ce gap qui est là, il va falloir que l'on forme au moins 100 instituteurs par an. Vous voyez? Aujourd'hui, ça fait 5 ans. Si en 5 ans, on n'a pas pu former au moins 100 instituteurs, ça fait 500 d'un gap. Donc, tout ça peut se calculer. Parce que des études ont été menées au niveau de la CONACYCED, au niveau du Sénat, pour prouver que le gouvernement ne respecte pas ses engagements. Est-ce qu'aujourd'hui vous comprenez, parce que je ne sais pas, au-delà du mouvement que vous avez initié, d'abord la première question, est-ce que vos adhérents suivent? Nos adhérents suivent. Nos adhérents suivent parce que nous avons fait le point la dernière fois et ce sont ces derniers, comme nous l'avons si bien dit, le pouvoir revient à la base. Ce sont ces derniers qui nous ont demandé de maintenir le mouvement de grève pendant une semaine encore. Monsieur Alfred, excuse-moi, monsieur. Chaque année, à la même période, la CONACYCED annonce la grève. Quel est le bilan de la grève précédente? Ah, ça c'est une bonne question. Le bilan de la grève précédente... Parce que l'année dernière, il y avait grève. Effectivement. Si le gouvernement avait respecté ses engagements, le bilan aurait été positif. Nous ne sommes que les représentants des enseignants. Nous allons rencontrer les gouvernants. Qu'est-ce que vous nous proposez face à cette situation? Le bilan est négatif. Pour notre part, le bilan est négatif. C'est pourquoi nous nous retrouvons en mouvement de grève. Si le bilan avait été un tant soit peu positif, nous ne serons pas retrouvés en grève. Et pour parler de l'opportunité de la grève, je vous le dis, on ne peut pas décider si c'est en début ou en fin d'année. C'est les conditions dans lesquelles nous nous trouvons qui nous amènent à aller en grève. Et la grève, c'est l'ultime. C'est l'ultime situation. Parce que nous faisons tout pour communiquer, pour demander au ministre de l'Éducation nationale, qui est représenté par le gouvernement, qu'il y a des situations. Qu'est-ce que vous attendez pour les résoudre? Mais enfin, pour traiter de la situation des enseignants qui attendent depuis quasiment 15 ans sans être intégrés et recrutés, il faut combien de temps? Je vous rappelle, il y a une histoire qui nous a choqués. Une jeune stagiaire sortie de l'ENS elle a travaillé pendant 5 ans. Cette dernière est décédée récemment. Je crois que c'est la jeune dame qui est morte à Chibanga. Si arrivée au niveau de la SOL, parce qu'il y a un service qui s'occupe du moins de l'essentiel, de l'animation d'un agent de l'État. Grande a été notre surprise de savoir, de nous faire savoir que cette dernière ne peut pas bénéficier, ne fût-ce que de la prise en charge de sa dépouille mortelle. Parce qu'elle n'est pas intégrée, elle n'est pas fonctionnelle. Est-ce que c'est de sa faute si cette dernière est restée 5 ans, a été utilisée pendant 5 années sans que sa situation ne soit régularisée? C'est pourquoi nous disons, on ne peut pas choisir si c'est en début ou en fin d'année. Cela dépend de la façon dont le gouvernement se comporte. Si ces derniers regardaient un tant soit peu nos situations, il n'y a pas de problème. Vous avez rencontré le gouvernement? À travers le ministre de l'Éducation nationale, nous avons rencontré le gouvernement. Bien sûr. Voilà. Et parce que c'est lui l'intermédiaire. Qu'est-ce qui en ressort de cette rencontre? Ce qui en ressort, c'est, on va dire, le bilan que nous avons fait aux enseignants. Au niveau des situations administratives, le ministre ou bien le gouvernement n'a pris en compte que des recrutements. Or, dans ce problème, il n'y a pas que des recrutements. Il y a des avancements automatiques. Il y a des reclassements après stage. Voyez-vous? Et vous avez d'autres situations. Donnez-les-nous. Les rappels c'est l'occasion. Soldes. Voilà, vous avez des rappels soldes. D'accord? On va pas dire que c'est de la mauvaise foi. Qu'est-ce qui constitue les rappels soldes? C'est comme ces jeunes qui travaillent actuellement sans être recrutés pendant 5 ans. Quand leur situation est régularisée, le manque à gagner qu'ils ne perçaient pas dans leur salaire, c'est ce qui constitue la solde. Donc, néanmoins, il faut qu'on leur fasse ce rappel-là. C'est une demande. Il fut un temps où la CONACYCED, au début, avait négocié avec le gouvernement pour dire que dans le budget de l'État, prévoyait au moins, on va dire, 10 milliards pour commencer à payer les rappels sur des enseignants. C'est une proposition, parce que c'est un serpent qui se mord la queue. Tant qu'on ne s'en occupe pas, l'enveloppe devient exponentielle. Ouais, elle gonfle. Voyez-vous? Elle gonfle. Et cette situation, nous avons proposé la mise en place d'un guichet unique. Ça se fait. Chez les magistrats, ça se fait. Le président de la République, je suis obligé de le citer, parle d'équité et de l'égalité de chances pour tous.
Nous sommes d'accord. Mais à chaque fois qu'il y a Conseil national de magistrature, nous voyons ce corps de profession évoluer. Ils ont des avancements automatiques, ils ont des reclassements, mais dans d'autres secteurs tels que l'éducation nationale, ça n'existe pas. Vous pensez que l'éducation aujourd'hui, c'est le parent pauvre du gouvernement? Oui, je le dis. Ça, c'est ta question de tous les jours. Je le dis, c'est le parent pauvre du gouvernement. Pourquoi? Parce que on ne prend pas seulement on prend seulement en compte les situations de travail. Mais quel est l'état d'esprit d'un enseignant dans une salle de classe qui, depuis 10 ans, travaille, on va dire, à une bourse de 194 000 en a un, et qui doit s'occuper de ses enfants, qui certainement est locataire. Généralement, quand ils sont même envoyés à l'intérieur du pays, ils squattent dans des internats avec des élèves. Est-ce que c'est sérieux? Nous disons, à ce moment, l'éducation nationale constitue le parent pauvre. Parce que, étant, on va dire, un secteur régalien, c'est un secteur qui devait bénéficier de tous les atouts. Mais malheureusement, ce n'est pas ça. Et encore un problème d'équité. Vous voyez, dans certains corps de métiers, la retraite est prévue à 65 ans. Ce n'est pas nous qui l'inventons. On va dire le sommet dans le secteur d'éducation, ce sont les agents d'encadrement, notamment les inspecteurs et les conseils pédagogiques. Nous avons demandé juste que l'on respecte l'équité. C'est l'ordonnance 497 qui existe depuis 1997 que nous demandons qu'il soit arrimé tout simplement au contexte de l'éducation nationale. Puisque les magistrats en bénéficient, les médecins en bénéficient, les enseignants à l'université en bénéficient, pourquoi pas ceux du secondaire et du primaire? La retraite, c'est à quel âge à l'éducation nationale? Actuellement, la retraite est à 60 ans. Mais pour le corps d'encadrement, nous demandons à ce que ça aille à 65 ans. Pourquoi? Je vous prends un exemple simple. Nous avons 9 provinces. En principe, nous devons avoir un inspecteur dans chaque province. Et dans chaque discipline. Voilà. Et pour le cas d'éducation sportive, nous n'avons que 2 inspecteurs pour tout le Gabon. Et environ 5 conseils pédagogiques. 2 inspecteurs pour tout le Gabon. 2 inspecteurs pour tout le Gabon. Est-ce que c'est normal? C'est pourquoi nous demandons à ce que l'on organise le concours de l'ENS. Parce que nous voudrons pas être efficaces. Nous voudrons être efficients. Avec très peu de moyens, capables de faire des grandes choses. Voilà. Alors, il y a aussi que, au-delà de ces revendications qui reviennent à chaque fois, René Rude vous a posé la question sur le bilan que vous faites des grèves précédentes, mais il se trouve que cette grève aujourd'hui, elle a quand même du mal à passer auprès de l'opinion. Ouais, parce qu'on a l'impression que c'est la grève de trop. C'est voilà, comme une valse qu'on danse à toutes les rentrées. L'opinion vous accuse même de saboter l'avenir des enfants. Comment vous pouvez vous adresser au public ou à l'opinion nationale? En parlant des bilans de grève, si je dois m'adresser à l'opinion nationale, je dirais que toutes les grèves de la CONACYCED, on peut les observer, on peut juger par leur pesant d'or. Je prendrai quelques exemples bien précis. Dans le secteur éducation, la CONACYCED a pu apporter la prime incitative à la fonction enseignante. Ça n'existait pas. La CONACYCED a fait en sorte que l'on relève l'indemnité de transport pour tous les Gabonais. La CONACYCED a fait en sorte que l'on relève l'indemnité de rentrée scolaire qui n'existait même pas, qu'on a ramené à 62 300 francs pour tous les jeunes Gabonais en âge d'aller à l'école. Ça, ce sont les bilans de nos grèves. Et aujourd'hui... Est-ce que c'est généralisé à tous les fonctionnaires? Mais oui, ou à tous les agents publics? Je vous passe juste un témoin vivant. Le président Père Omar Bongo Ondimba avait dit qu'il ne voulait pas que ça crée l'effet de boule de neige. Par conséquent, ça va se faire doucement. Et au moment où je vous parle, la plupart des fonctionnaires ont la même indemnité de logement. Oui, et la même indemnité de transport. Parce que c'est parti de nous. Nous disons aux parents aujourd'hui que nous ne sommes pas de mauvaise foi. Ce n'est pas nous qui inventons. La Constitution est là. Les références sur les lois qui confirment ce que nous disons sont là. Nous demandons juste que l'on respecte les procédures. Les procédures partent du respect, du déroulement de la carrière des enseignants. Parce que nous ne voulons pas être des mendiants. Moi, je vous le dis aujourd'hui, je suis en A1. Si je dois enseigner sous un arbre et gagner 1,5 million, je vais enseigner sous un arbre. Mais je refuse d'être dans une salle de classe, climatisée, et gagner 200 000. Je serai dans quel état d'esprit? Pire encore,
si je dois attendre 15 ou 17 ans avant d'être reclassé? Donc, mes enfants, est-ce que ce sont mes enfants qui sont appelés à souffrir? Je dis non. On doit prendre en compte toutes les strates de la société afin que chacun y trouve son compte. Et c'est ça, vivre en société. Quand je suis capable de vivre de ma profession sans que je ne sois obligé de mendier. Voilà. Et nous disons aux populations aujourd'hui, ce que nous combattons, ce n'est pas pour nous. Enfin, ça va quand même vous profiter un tout petit peu. Non, ce n'est pas pour nous. Reconnaissez-le. On va dire c'est un problème transversal. Ça se met en place demain. C'est un problème transversal. D'accord. Oui, mais il y a d'autres qui vont en bénéficier. C'est un problème transversal. Je vais vous prendre la situation de l'arrimage des pensions retraite au niveau système de rémunération. Ça ne concerne pas que les enseignants. Donc l'actualisation a commencé. Mais nous sommes le plus grand nombre qui est touché. Quand cette situation sera résolue, est-ce que ça ne va profiter qu'aux enseignants? Du tout. Ça va profiter à toute la société. L'enseignant est là, c'est l'hussard de la République. C'est le fer de lance, c'est celui qui attire, qui sonne l'alerte en disant il y a un problème. Et si nous arrêtons d'attirer l'alerte, de sonner l'alarme en disant il y a un problème, vous imaginez tout ce qu'il peut y avoir comme dérapage. Est-ce qu'on nous accuse aujourd'hui? Ce qu'on nous accuse, c'est le fait d'attirer la sonnette d'alarme en disant que ce n'est pas l'enfant qui va vers l'école, c'est l'école qui doit aller vers l'enfant. Je prends un exemple. J'habite à Bakater. Nzangayon. Un sous-quartier de Nzangayon. Parfaitement. Vous imaginez la douleur que j'ai quand je vois des enfants de 6 ans marcher sur 3-4 km dans la boue, comme il a plu aujourd'hui, pour se rendre à l'école dragage. C'est l'école qui doit venir vers l'enfant. C'est ce que nous disons aux parents. Et quand l'école est déjà venue vers l'enfant, pour que l'enseignant soit épanoui, qu'on le mette dans tous ses droits. Tout simplement. Que ces derniers, au bout de 2 ans de stage probatoire, ce n'est pas nous qui le disons, c'est la loi 8/91 qui le dit. Article 43. Au bout du stage probatoire, qui dure à peu près, on va dire 18 mois, si on ne vous reproche rien, on doit vous titulariser. C'est le dernier acte. C'est qu'on ne parle même plus de recrutement, d'intégration. On va au dernier acte qui est la titularisation au bout de 18 mois. Mais les gens font 5 ans. 10 ans. 10 ans. Et le jour que ce dernier se lève, on lui dit, tu es de mauvaise foi. Il fallait attendre que les enfants terminent l'année scolaire. Il fallait attendre que les enfants passent l'examen. Même si ce dernier a déjà fait 5 ans. En disant, bon, ok, je vais supporter. Monsieur Alfred, vous revendiquez plusieurs choses, mais dès que l'on trouve 2 solutions provisoires à un problème, vous reprenez les salles de classe. Non, une solution, ce qui est souvent celle du paiement des vacations, par exemple. Est-ce que ce n'est pas ça aussi qui crée la lassitude auprès des populations? Vous êtes de mauvaise foi. Je suis du côté des enseignants. Mais malheureusement, c'est ce qu'on constate dès qu'on paye les vacations, même quand la grève est très forte, dès qu'on paye les vacations, les enseignants rejoignent les salles de classe, ou encore, on a du mal à comprendre. Aujourd'hui, il y a un phénomène dans les lycées qu'on a pu constater, c'est-à-dire vous avez un certain nombre d'enseignants aujourd'hui, quand les syndicats appellent à la grève, ils font le jeu du chat à la souris. Tantôt ils sont en classe, tantôt ils ne sont pas, juste peut-être pour tromper la vigilance. Est-ce que tous les enseignants ne sont pas concernés par ce problème? Une fois de plus, je vais vous le répéter. Tous les enseignants sont concernés. Mais il faut également dire qu'une culture a été développée dans notre pays. C'est celle-là où les gens veulent tout avoir sans pouvoir fournir d'efforts. Je n'ai pas le droit d'empêcher un enseignant, même si Antégriffe va bénéficier de toutes les situations qui vont suivre, d'aller en classe. C'est son droit le plus absolu. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il n'a pas formé à la lutte syndicale? Est-ce que vos syndicats forment leurs adhérents? Qu'est-ce qui fait en sorte que certains ne soient pas formés? Il y a des réticences au niveau des gouvernants. Vous savez, sous d'autres cieux, on permet aux syndicats de passer au prélèvement direct. C'est que vous êtes affilié à un syndicat, on vous prélève à la source 1000 francs par mois. Mais le Gabon refuse. C'est cet argent qui peut nous permettre de passer à la syndicalisation. Je vais revenir sur le problème des vacations. Mais ce n'est pas un combat pour nous. C'est un droit. Vous avez travaillé à une période où vous êtes censé être en vacances, notamment la période des examens. On se doit de vous payer ces vacations. Ça ne doit même pas faire l'objet d'une grève. Parce qu'il y a des textes qui existent. C'est bien encadré.
Et j'ai dit, les vacations ne peuvent pas constituer un combat. Mais quand le gouvernement est face à des problèmes et puis vient balancer l'argent des vacations, moi je veux dire c'est de la corruption intellectuelle. Parce qu'on veut tout simplement éteindre le feu. On veut faire croire à l'opinion nationale et internationale que ce qui intéresse les enseignants, c'est de l'argent seulement. Non. Ce n'est pas seulement l'argent. Je vais vous prendre l'exemple de la carrière. Quelqu'un qui veut aller en stage, qui veut se perfectionner, au bout de 5 ans, un enseignant doit repartir en stage, même si c'est un stage horizontal. C'est important. Parce que les modules changent, les ouvrages changent. Mais si au bout de 5 ans, ce dernier ne peut pas se perfectionner, ne peut pas changer son état d'esprit, il n'est plus productif. Il n'est plus productif. Et c'est ce que les parents doivent comprendre. Nous ne faisons pas dans la mauvaise foi. Ce n'est pas de l'argent que nous demandons. Nous disons, pour une éducation de qualité, il faut des structures, il faut des conditions de travail adaptées, il faut des conditions de vie réelles pour ceux qui font ce travail. Si ces 3 conditions sont réunies, je ne vois pas pourquoi moi je vais me lever un matin. Est-ce que vous attendez de la rencontre entre le ministre, la CONACYSED et le Sénat? Parce que des informations, le ministre a invité le Sénat et la CONACYSED à le retrouver ce jour. Je crois que ce sera peut-être dans l'après-midi. Oui, ce que nous attendons du ministre, ce sont des actes. Ce sont des actes. Je crois qu'actuellement, ils sont en conseil des ministres, qui se rapproche de son collègue de la fonction publique, qu'ils viennent avec des listes, parce que nous avons des listes. Il y a tant de titularisations, il y a tant de reclassements, il y a tant d'avancements automatiques. Ça, ce sont les informations que nous allons donner aux collègues. Et signer l'arrêté qui va organiser le concours de l'entrée à l'ENS et à l'ENI. Voilà. Et si possible, nous ne faisons pas dans la mauvaise foi. Si on peut mettre en place un chronogramme à court, à moyen et à long terme. Voici ce que nous pouvons faire maintenant. Voilà ce qu'on peut faire, ainsi de suite. C'est ce qui nous amène aussi à lever le mouvement de grève. Parce que dans la formation syndicale, on nous demande de ne pas tirer sur la corde. Si l'autre fait un pas, vous faites un pas vers lui, pour qu'il y ait toujours la possibilité de dialoguer. Mais si aujourd'hui, le ministre nous dit qu'on va organiser le concours de l'ENS, l'arrêté est signé, qu'il y a des situations qui ont évolué, on a des chiffres à l'appui, pourquoi on va continuer le mouvement de grève? Les autres, nous sommes conscients qu'on ne peut pas tout régler ici et présent. Mais au moins, quand les gens font l'effort d'attirer la sonnette d'alarme au niveau des institutions pour dire nous ne voulons pas que... Nous nous avertissons même que si nous faisons le bilan de cette année scolaire en l'état, ce qui est sûr, les enseignants iront en grève. Nous voulons vous aider. Asseyons-nous, discutons, trouvons des solutions. Quand on ne vous écoute même plus à ce niveau, qu'est-ce qu'on peut bien nous recommander à nous? D'aller encore faire une année? À quel moment va-t-on parler d'opportunité d'une grève? Quand on va compter 10, 15, 20 enseignants qui décèdent, stagiaires, c'est honteux pour notre pays. Je ne dis pas que ça n'existe pas ailleurs. Je ne peux pas parler, je ne parle que des choses que je connais qui concernent le Gabon. Je dis c'est honteux pour notre pays. C'est honteux. Ça ne sert à rien d'aller à l'UNESCO présenter le Gabon quand on sait qu'il y a des enseignants qui atteignent 15 ans sans être titularisés et qui meurent. Sans bénéficier d'ensemble de leur traitement. Quoi que ce soit. Vous imaginez cette jeune collègue qui est décédée. Ces enfants, les orphelins qui sont restés, ils ne peuvent même pas prétendre à une pension. Qui va s'occuper d'eux? Monsieur Ngone, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie également. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Voici René Ruth avec l'horoscope des auditeurs. Bonjour. Urban FM 104.5.